Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur votre propre intelligence. Vous avez passé des années sur les bancs de l'école, vous avez des diplômes, vous savez remplir des tableurs Excel et cocher des cases. Vous pensez qu'on vous a appris à résoudre des problèmes. Mais voici la vérité qui va vous retourner le cerveau. Le système qui vous a formé n'a jamais été conçu pour vous apprendre à réfléchir. Il a été conçu pour vous apprendre à réciter des étiquettes. Nous sommes en 1964, à Pasadena, en Californie. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants de l'histoire, est assis dans son bureau, enseveli sous 150 kilos de papier. Devant lui, une étagère de 5 mètres de long qu'il a fait construire spécialement pour l'occasion. Dessus, chaque manuel de mathématiques et de sciences proposé pour les écoles publiques de Californie. Feynman a été recruté par la commission de l'État. Il est le seul, parmi tous les officiels, à avoir décidé de lire chaque page, chaque chapitre, chaque exercice. C'est là qu'il découvre l'arnaque. Les autres commissaires, ils ne lisent pas. Ils délèguent à des professeurs locaux, récoltent des rapports, font des moyennes de chiffres. Ils gèrent des flux de données, pas de la connaissance. Et la preuve arrive sous la forme d'un bug dans la matrice. Un éditeur, pressé par le temps, envoie son manuel avec juste la couverture. À l'intérieur, rien, des pages blanches, le vide absolu. Et devinez quoi, ce livre vide a reçu des notes. Pas des mauvaises notes, il a été mieux classé que les 2 autres livres complets du même éditeur. Des commissaires qui n'ont jamais ouvert l'ouvrage lui ont attribué un score. Le système de moyenne a fait le reste. Personne ne l'a remarqué, parce que personne ne regardait. Comme Feynman l'écrira plus tard, le processus cachait le fait le plus important. Il n'y avait rien à l'intérieur. Mais comme nous allons le voir, le livre vide n'était pas le plus dangereux. Le vrai poison se cachait dans les livres qui étaient remplis. Ce que Feynman a trouvé dans les livres remplis était bien pire que le vide. Il ouvre un manuel de sciences pour le cours élémentaire. On y voit l'image d'un chien mécanique à remonter, un vrai chien et une moto. Sous chaque image, la même question. Qu'est-ce qui le fait bouger ? La réponse officielle du livre du maître, 3 mots. L'énergie le fait bouger. Feynman explose. En 1966, devant l'Association nationale des professeurs de sciences, il s'attaque à ce dogme. Dire que l'énergie le fait bouger, ce n'est pas de la science. C'est une tautologie. C'est comme dire la bougeabilité le fait bouger ou Dieu le fait bouger. C'est un mot savant utilisé comme un rideau de fumée pour masquer l'absence d'explication. L'enfant n'apprend rien sur les engrenages, rien sur les ressorts, rien sur la tension mécanique. Il a simplement appris un nouveau mot à recracher le jour de l'examen. Il propose alors un test brutal. Essayez d'expliquer ce que vous avez appris sur le mouvement du chien sans utiliser le mot énergie. Vous n'y arrivez pas ? C'est normal, on ne vous a rien enseigné. On a simplement transféré un terme technique d'un papier vers votre cerveau. L'alternative de Feynman était simple. Démonter le jouet. Montrer la ruse des engrenages. Laisser l'enfant voir comment un ressort accumule de la force pour la relâcher. Ça, c'est de la compréhension. Mais voilà le problème. Un enfant qui démonte un jouet pour comprendre comment il fonctionne est un enfant qui commence à poser des questions. Pourquoi le ressort résiste-t-il ? Et si je changeais cette roue dentée ? Et un enfant qui pose des questions est un enfant beaucoup plus difficile à gérer dans une structure de masse. Le système préfère l'étiquette à l'explication. Demandez à un élève pourquoi le cuir de ses chaussures s'use. Le manuel répondra « la friction ». La science, la vraie, répondra que le trottoir est parsemé de minuscules bosses qui accrochent des lambeaux de cuir et les arrachent. L'un est un mot, l'autre est une image mentale. Le système a choisi le mot, chaque fois. Et vous, combien de fois vous a-t-on tendu une étiquette à la place d'une réponse ? Si vous pensez que c'était un problème local, une simple anomalie californienne des années 60, détrompez-vous. Feynman avait déjà vu ce désastre de l'autre côté du globe. En 1951, il passe un congé sabbatique au Brésil pour enseigner la physique dans une école d'ingénieurs. Il remarque immédiatement quelque chose de surréaliste. Il pose une question théorique et toute la classe répond en chœur avec une précision chirurgicale. Mais dès qu'il reformule la même question, avec les mêmes concepts,
Mais en utilisant un exemple concret du monde réel, le silence devient assourdissant. Les étudiants avaient tout mémorisé. Ils ne comprenaient rien. Feynman l'écrit dans « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» Leur savoir était si fragile qu'un changement de vocabulaire faisait s'écrouler tout l'édifice. Ils étaient comme des dictionnaires. Cherchez à l'index le bon mot-clé, vous obtenez la définition. Mais changez le mot-clé et le cerveau s'éteint. Ils ne faisaient pas de la science, ils faisaient de la taxonomie. Alors, Feynman a fait ce que leur éducation avait toujours interdit. Il leur a appris à rater. Il leur a dit « Avant de toucher à une formule, devinez, estimez le résultat. Si vous pensez que la réponse est 10 et que le calcul donne 1000, c'est que votre formule est fausse ou que vous ne comprenez pas ce que vous mesurez. » Pour ces étudiants, c'était une révolution. On leur avait appris que la science était une église avec des dogmes, pas un atelier avec de la graisse sur les mains. À la fin de l'année, devant les professeurs et le gouvernement, Feynman lâche une bombe. Votre système ne produit pas de scientifiques, il produit des gens capables de passer des examens. Un silence de mort s'installe. Puis, un professeur se lève et dit « Je savais que nous avions une maladie, mais Feynman vient de nous montrer que nous avons un cancer. » Le choc final ? Les deux seuls étudiants qui s'en sortaient vraiment n'avaient pas été formés par le système brésilien. L'un venait d'Allemagne, l'autre avait tout appris seul car ses professeurs étaient partis à la guerre. 100% d'échec pour l'institution. On produisait des humains livres. Mais pourquoi payer un humain pour être un livre quand un livre ne demande ni nourriture ni salaire ? Aujourd'hui, nous n'avons plus seulement des étudiants livres. Nous avons des IA. Et l'IA fait exactement ce que faisaient ces étudiants brésiliens. Elle fait de la reconnaissance de motifs à une échelle qu'aucun humain ne peut égaler. Elle a lu tous les manuels, elle peut réciter chaque formule. Elle produit des réponses fluides à toutes les questions déjà posées. Mais demandez-lui de résoudre un problème où les données contredisent le manuel, ou de diagnostiquer une machine qu'elle n'a jamais rencontrée, et elle s'effondre. Elle ne comprend rien, elle a tout mémorisé. Et c'est là que ça devient personnel pour vous. Vous avez déjà été dans cette réunion. Quelqu'un présente un diaporama magnifique, des données sur chaque page. Puis, un dirigeant pose une question qui n'est pas sur les slides. Le silence tombe. Le présentateur cherche désespérément une réponse qui n'existe pas dans son script. Il dit « Je reviendrai vers vous là-dessus ». Mais vous savez qu'il ne le fera pas, parce qu'il ne peut pas. Il a été formé pour mémoriser le deck, pas pour comprendre le problème derrière les chiffres. Feynman appelait cela la science des cargo cultes. En 1974, devant les diplômés de Caltech, il raconte l'histoire de ces îles du Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Les indigènes avaient vu des avions apporter des richesses du ciel. Quand les soldats sont partis, ils ont voulu que les avions reviennent. Alors, ils ont construit des pistes d'atterrissage en terre, des casques en bois, des antennes en bambou. Ils ont mis un homme dans une hutte pour faire des signaux. Tout avait l'air parfait, la forme était là, mais aucun avion n'a jamais atterri. Feynman expliquait que la plupart de ce qu'on appelle science ou éducation aujourd'hui est un cargo cult. On suit les étapes visibles, on utilise les mots savants, on porte les diplômes comme des casques en bois, mais on rate la chose invisible, l'intégrité scientifique, l'habitude de vérifier si l'on comprend vraiment quelque chose ou si l'on mime simplement la forme de la réponse. Le premier principe, disait-il, est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à duper. Si le système est cassé, à quoi ressemble l'alternative ? Richard Feynman n'était pas un génie au sens mystique du terme, il avait une méthode. Le mathématicien Giancarlo Rota racontait que Feynman gardait en permanence une douzaine de ses problèmes préférés à l'esprit. Il restait là, en arrière-plan. Mais chaque fois qu'il croisait une astuce, une idée ou un fait nouveau, que ce soit en physique, en crochetage de serrure ou en bongo, il le testait contre sa liste. Un jour, dans une cafétéria, il observe une assiette qui oscille en tournant. Pour n'importe qui, c'est un détail trivial. Pour Feynman, c'est une collision entre une observation brute et un problème latent.
Ce jeu mathématique avec une assiette de cantine l'a mené directement à ses travaux sur l'électrodynamique quantique et à son prix Nobel. C'est cela que le système a tenté de vous voler, le droit d'avoir vos propres questions. La prochaine fois qu'on vous jette un mot complexe au visage pour clore un débat ou justifier une incompétence, faites comme lui. Retirez l'étiquette. Demandez-vous, qu'est-ce que je sais vraiment si je retire ce mot ? Si la réponse est rien, alors commencez de zéro. Ne faites pas confiance au manuel, faites confiance à ce que vous pouvez vérifier par vous-même. Estimez le résultat avant de calculer. Testez votre compréhension en changeant radicalement les termes. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept en utilisant des mots du quotidien, c'est que vous ne faites que réciter. Le système a été conçu pour créer des gens qui suivent le processus, jusqu'à ce que la réalité change, puis qui s'immobilisent, terrifiés. Mais en redécouvrant cette façon de penser, vous cessez d'être un habitant du cargo culte. Vous ne construisez plus des pistes en terre en espérant que le succès tombe du ciel. Vous apprenez enfin à piloter. La réalité n'est pas une liste de définitions mortes à apprendre par cœur. C'est une mécanique vivante, complexe et magnifique, qui ne demande qu'à être démontée.